Le Cameroun s'apprête-t-il à franchir une nouvelle étape politique ou s'enfoncera-t-il davantage dans la répétition d'un cycle usé par le poids des ans et des discours réchauffés? Ce dimanche, l'émission Droit de réponse sur Equinox TV est revenue sur une question qui agite les débats politiques et médiatiques du pays, l'avenir du président Paul Biya et son annonce implicite d'une potentielle candidature pour un nouveau mandat. À 92 ans, Paul Biya, en poste depuis 1982, a dressé dans son discours de fin d'année un constat d'échec sur plusieurs fronts. Une déclaration qui a pourtant été suivie d'une réaffirmation de sa détermination à continuer à servir le Cameroun. Mais cette double posture de reconnaissance des failles et volonté de persistance a laissé plus d'un observateur perplexe. Un énième bilan amer, des promesses recyclées. Le chef de l'État a évoqué des enjeux récurrents, l'accès à l'eau potable, l'électricité et la lutte contre la corruption. Ces problématiques, qui jalonnent ses discours depuis des décennies, résonnent comme un refrain lassant pour les citoyens camerounais. Prenons l'exemple de l'énergie. Dans ses discours des 3 dernières années, le président a tour à tour célébré des progrès imminents et annoncé la mise en service de barrages tels que celui de Nachtigal ou de l'Homme-Pangar. Pourtant, sur le terrain, le quotidien des Camerounais demeure entaché par des coupures d'électricité récurrentes et une incapacité à répondre aux besoins de la population. Comme l'a noté un analyste sur le plateau d'Equinox, on nous vend du rêve, mais la réalité est tout autre. L'eau potable, un autre pilier des services de base, demeure également un luxe inaccessible pour une partie significative de la population. Malgré des investissements annoncés à grand renfort de chiffres impressionnants, des millions de Camerounais restent privés de ce droit fondamental. Ces échecs, qui ternissent les politiques publiques du régime en place, soulignent un décalage flagrant entre l'ambition affichée dans les discours et leur concrétisation sur le terrain. Le poids d'un leadership vieillissant. La question de la longévité de Paul Biya au pouvoir transcende le simple fait de son âge. Pour ses partisans, sa longévité incarne une stabilité politique rare dans une région souvent marquée par des crises. Mais pour ses détracteurs, elle symbolise un blocage, une incapacité à innover et à s'adapter aux exigences d'un Cameroun en pleine mutation. Les analogies fusent pour décrire cette situation. Un intervenant a qualifié ce maintien au pouvoir de tentative de mettre du vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Une métaphore qui illustre bien l'idée que le Cameroun, avec ses aspirations et ses défis actuels, a besoin d'un style de leadership en phase avec son époque. L'Église s'invite dans le débat. Une autre dimension intéressante de ce débat est l'implication croissante de l'Église catholique. Des figures ecclésiastiques de premier plan, tels que Monseigneur Samuel Cléda ou Monseigneur Yaouda Ourgo, n'ont pas hésité à critiquer ouvertement la gouvernance actuelle, appelant à un passage de relais. Ces prises de position, bien que polémiques, trouvent un écho favorable auprès de nombreux Camerounais. L'Église, perçue comme une institution moralement intègre, joue ici un rôle de catalyseur pour une prise de conscience collective. Mais cette implication suscite aussi des interrogations. Jusqu'où les leaders religieux peuvent-ils aller dans leur rôle de contre-pouvoir sans empiéter sur le domaine politique? Le RDPC, une machine à désigner ou à légitimer. Le débat sur la potentielle candidature de Paul Biya a également mis en lumière les mécanismes internes du RDPC, son parti politique. Avec un processus de désignation des candidats centré autour du comité central et du bureau politique, certains observateurs dénoncent un manque de transparence et de véritable démocratie interne. L'idée que le bureau politique pourrait court-circuiter un congrès pour réaffirmer la candidature de Biya suscite des critiques, même au sein du parti. Cette absence de consultation élargie alimente l'idée que le RDPC fonctionne davantage comme un instrument au service du maintien d'un statu quo, plutôt qu'un véritable vecteur de renouvellement politique. Une jeunesse en quête d'avenir. Dans ce contexte, la jeunesse camerounaise, majoritaire dans la population, semble prisonnière d'un système qui ne lui offre que peu de perspectives. Sans accès généralisé à des services de base comme l'eau ou l'électricité, et avec des taux de chômage élevés, les jeunes peinent à croire aux promesses d'un avenir meilleur. Pour cette génération, le renouvellement du leadership n'est pas une simple revendication politique, mais une nécessité pour espérer un véritable développement socio-économique. Quel avenir pour le Cameroun? Alors que les discussions sur une éventuelle candidature de Paul Biya se poursuivent, une chose est claire, le Cameroun est à un tournant décisif. Le choix entre continuité et changement est plus que jamais d'actualité. Les prochaines élections seront un moment crucial, pas seulement pour déterminer qui dirigera le pays, mais pour redéfinir ce que signifie servir la nation. Si le Cameroun aspire à un renouveau, ce renouveau devra être porté par une vision, une équipe et un programme en phase avec les réalités et les espoirs de sa population.
Les Camerounais, face à ce carrefour historique, méritent mieux que des discours répétitifs. Ils méritent des actes. Plus que jamais, l'heure est venue de poser la question, Paul Biya est-il encore l'homme de la situation? On remarque un débat animé entre les intervenants, où des nuances apparaissent quant à l'interprétation du rôle du président dans la mise en œuvre des politiques publiques. Un exercice de lucidité ou un aveu d'impuissance. Le discours du président, qui reprend les préoccupations majeures des citoyens comme la dégradation des routes, les retards liés à la délivrance des cartes d'identité et les effets de la corruption, a suscité des réactions mitigées. D'un côté, certains applaudissent cette transparence, qu'ils considèrent comme un signe de lucidité et d'écoute. Le président reconnaît les problèmes, il ne vit pas dans une tour d'ivoire, soutient un intervenant. Mais pour d'autres, ce constat d'échec, souvent répété d'année en année, reflète davantage une incapacité chronique à résoudre les problèmes identifiés. Comme le souligne un panéliste, reconnaître qu'il y a un problème, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut des actions concrètes et visibles. Le défi de la mise en œuvre. Un point central dans cette discussion est le décalage perçu entre les directives présidentielles et leur exécution par les ministres et autres responsables. Il semblerait que le président donne des instructions claires, mais que ses collaborateurs peinent à les suivre, pire, les ignorent, avance un des analystes. Cette critique, bien qu'implicite, soulève la question de la chaîne de responsabilité et de la capacité réelle de l'administration à traduire les directives en résultats. L'intervenante, qui se positionne comme une experte en leadership, rappelle un exercice instructif. Dans une organisation, la majorité des échecs sont attribués aux supérieurs hiérarchiques, mais rarement chacun assume sa propre part de responsabilité. Elle invite donc à une introspection collective, où citoyens et fonctionnaires seraient appelés à jouer leur rôle. 2025, une échéance décisive. Le débat ne manque pas de souligner que l'année 2025 est désormais perçue comme une étape critique, non seulement en raison des élections présidentielles, mais aussi parce qu'elle marque un horizon pour de nombreux projets annoncés. Cependant, le scepticisme persiste. Cela fait des années que nous entendons parler de mandats décisifs. Combien de temps faudra-t-il encore attendre avant que les choses changent vraiment? Questionne un intervenant. Pour d'autres, les défis ne pourront être relevés qu'avec une réelle réforme de la gouvernance, un effort pour inclure l'opposition et une gestion plus rigoureuse des ressources publiques. Il faut des personnes compétentes et intègres à tous les niveaux de l'administration, pas seulement des annonces spectaculaires, conclut un participant. L'empathie et l'appel à la cohésion nationale. Malgré tout, certains reconnaissent dans ce discours un appel à la solidarité et à la cohésion nationale, notamment dans la manière dont le président évoque les crises sécuritaires ou les frustrations populaires. C'est un message d'empathie, mais aussi un rappel que nous avons tous une responsabilité partagée dans la construction du pays, souligne un intervenant. Le défi reste de transformer cette empathie en action collective, où chacun, du citoyen lambda au ministre, porterait sa part de responsabilité. Comme le rappelle la conclusion de l'intervenante, il ne suffit pas de faire des constats ou de critiquer. Il faut que nous mettions nos cerveaux ensemble pour trouver des solutions pérennes. En somme, ce débat montre bien que le discours présidentiel, s'il a le mérite de nommer les problèmes, soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Entre impatience citoyenne et réalité structurelle, l'enjeu sera de faire du reste de ce mandat une période d'action concrète, plutôt que d'attentes renouvelées. Une tension palpable émerge entre la volonté affichée de transformer le pays et la perception de stagnation sur le terrain. Cette dichotomie alimente une frustration croissante chez les citoyens, mais également parmi certains analystes, qui remettent en question l'efficacité de l'exécution des politiques publiques. Le poids des discours, entre communication et action. Un aspect récurrent souligné dans la discussion est la perception d'un discours présidentiel qui, tout en reconnaissant les failles, manque parfois de traduction concrète sur le terrain. Un intervenant souligne. Dire que les routes sont dégradées ou que les services publics ne fonctionnent pas est un fait connu de tous. Ce que nous attendons, ce sont des mesures concrètes, des délais précis et des mécanismes pour suivre l'avancement. Ce constat illustre une exigence croissante de la population envers ses dirigeants. Au-delà des paroles, ce sont les actions et les résultats qui comptent. Cependant, certains défendent l'idée que le président, par sa posture, tente aussi de renouer un lien de confiance avec les citoyens, en faisant preuve de transparence sur les défis à surmonter. La chaîne de responsabilité, un enjeu de leadership. Un autre point central réside dans la gouvernance. Le débat met en lumière une critique fréquente des collaborateurs du président, accusés de ralentir ou saboter les projets à travers des pratiques inefficaces, voire des actes de corruption. Cette situation soulève des interrogations sur le leadership global.
Les ministres et hauts fonctionnaires suivent-ils réellement les directives présidentielles? Le président dispose-t-il de leviers suffisants pour imposer des réformes structurelles? À cela s'ajoute une critique plus large de la culture organisationnelle. Quand un problème n'est pas résolu à temps, c'est souvent parce que chaque échelon rejette la faute sur un supérieur ou un subordonné. Nous avons besoin d'une chaîne de responsabilité où chacun joue son rôle pleinement, rappelle une intervenante spécialiste en management. Des opportunités manquées ou des chantiers en attente. Certaines initiatives évoquées dans le discours, comme les efforts sur l'électrification, les infrastructures ou encore la réhabilitation des routes, montrent qu'un cadre stratégique existe. Toutefois, ces initiatives souffrent de retard ou d'inefficacité. Par exemple, le réseau routier, malgré des investissements annoncés, demeure dans un état préoccupant. Les routes ne reflètent pas les efforts financiers consentis, admet même le président. L'accès aux cartes nationales d'identité, un problème pourtant identifié depuis des années, reste irrésolu. Ces éléments témoignent d'une difficulté à transformer les plans en résultats, un enjeu que plusieurs analystes attribuent à un manque de suivi rigoureux et à des faiblesses dans la gouvernance. Un appel à l'unité nationale, illusion ou nécessité? Dans son discours, le président a insisté sur l'importance de la cohésion nationale, en particulier face aux défis sécuritaires et économiques. Cet appel à l'unité semble nécessaire, mais reste difficile à matérialiser dans un contexte où les fractures politiques et sociales se creusent. Un intervenant résume bien ce paradoxe. On appelle à l'unité, mais comment mobiliser la nation quand les frustrations quotidiennes persistent et que les institutions manquent de crédibilité? 2025, un horizon incertain, mais porteur d'espoir? L'année 2025 est perçue comme un tournant, mais également une source d'interrogation. Que ce soit en matière de gouvernance ou de résultats attendus, cette échéance cristallise les attentes et les inquiétudes. Pour plusieurs intervenants, la question n'est pas seulement de savoir si des progrès seront réalisés, mais si la classe politique dans son ensemble est prête à se réformer. Des propositions concrètes émergent dans le débat. Renforcer le suivi des projets publics, avec des rapports réguliers et transparents accessibles au public. Sanctionner les responsables défaillants, y compris au sein des plus hautes sphères du pouvoir. Promouvoir une gouvernance inclusive, impliquant davantage l'opposition et la société civile dans la définition des priorités nationales. Conclusion, une nation à un carrefour. La discussion autour du discours présidentiel révèle une nation à un carrefour décisif. Si les défis sont immenses, les opportunités de transformation restent possibles, à condition de repenser profondément les mécanismes de gouvernance. Comme le souligne un intervenant. Nous avons tous une responsabilité, dirigeants, citoyens, opposition. C'est ensemble que nous pourrons redonner au pays l'élan dont il a besoin. 2025 sera-t-elle une année de renaissance ou une nouvelle promesse non tenue? L'avenir le dira, mais le temps des constats semble révolu.